tous, aujourd'hui sur cette vidéo on va voir quelque chose d'assez intéressant. Je vais parler du Face ID du coup sur les iPhones. Donc c'est quelque chose qui est relativement complexe. Il y a 4 composants qui sont liés, donc la caméra infrarouge, le dot projector et du coup les 2 petits composants qui sont sur la nappe FaceTime. C'était assez intéressant à voir parce que là forcément on est au balbutiement on va dire de ces réparations parce que les programmeurs viennent de sortir, il y a vraiment plein de choses à découvrir là-dessus. C'est quand même assez complexe. Par chance j'ai du coup mon ancien élève Jérémy de chez Funstore à Nice qui est venu faire une formation il y a quelques années maintenant chez moi, qui a énormément évolué. Il a vraiment dépassé largement le niveau on va dire qu'on peut demander à un réparateur basique en général en micro soudure. Il est devenu un très bon ami du coup à moi et on travaille de temps en temps ensemble, tout comme je le fais avec Cédric qui est sur Paris. Et du coup, grâce à ça, on peut forcément avancer beaucoup plus vite ensemble. Donc Jérémy a pu m'aider à étudier le système. Donc pendant que moi je m'occupais du dot projector, lui il s'occupait du prisme. Donc merci à toi Jérémy, un petit bonjour. Avec grand plaisir, c'est normal. On fait de la recherche pour la science. Vous retrouverez le lien du coup du magasin de Jérémy si vous êtes sur Nice ou aux alentours et que vous avez besoin de faire réparer un iPhone, un iPad ou quoi que ce soit dans ce style-là, il sera apte largement à réparer ça sans aucun souci. Et je tenais quand même à préciser que la vidéo je l'ai faite en plusieurs fois parce que forcément les pannes qu'il y avait sur les appareils n'étaient pas toujours les mêmes. Donc je l'ai fait sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines selon ce que j'ai vu comme panne. Donc vous me verrez peut-être habillé différemment, c'est parfaitement normal parce que voilà, c'était à chaque fois un autre téléphone différent. Donc je vous souhaite une bonne vidéo et un bon visionnage. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un iPhone X qui a un souci tout simple. On n'a pas de son en haut, donc au niveau de l'écran juste là. Le souci est vraiment tout bête, hein, c'est la petite nappe là qui est abîmée, du coup, donc qu'on branche à l'intérieur au niveau de la carte mère. Elle était un tout petit peu abîmée, je pense, lors du changement d'écran. Le truc, c'est que le Face ID fonctionne et qu'on a 2 composants liés sur cette nappe là pour le Face ID. Le truc, c'est que donc là, on va devoir changer la nappe, forcément. Si je la change et que je ne touche pas aux composants et que je laisse tout comme ça, bah forcément on n'aura plus le Face ID. Donc le but du jeu ça va être de récupérer les composants du Face ID qui sont sur la nappe et de les remettre sur une nappe du coup en bon état. Donc on va s'occuper de ça, c'est pas extrêmement long mais je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser beaucoup de personnes de voir comment ça se passe. Il faut faire très attention, ces composants là on ne les dessoude pas à l'air chaud, on les dessoude avec un préchauffeur. C'est extrêmement important de garder ça en tête parce que si vous faites à l'air chaud, il y a plein de petits composants à l'intérieur du bloc noir que je vais vous montrer après qui risquent de se dessouder ou de sauter ou de voilà d'avoir des problèmes. Donc je vais dessouder les 2 composants du coup qui sont forcément d'origine et je les mettrai sur une nouvelle nappe. C'est vraiment pas spécialement long ni compliqué à faire mais il y a quand même 2-3 petites choses qu'il faut savoir et qu'il faut faire attention. C'est parti, on y va. Voilà, donc le préchauffeur est arrivé à température, donc on va commencer par retirer donc, le tout premier composant. Alors pourquoi lui? Parce qu'en fait comme il est en plastique, on aura plus de facilité après pour retirer le reste, donc vaut mieux retirer forcément ce qui est plus fragile, donc celui-ci. Alors l'avantage c'est qu'on a 2 petites pattes au niveau du flex sur les bords, donc ça permet de le tenir, voilà on voit que ça chauffe un petit peu. Je reste comme ça, je ne bouge pas, et je vais essayer forcément d'attendre le temps que ça soude, enfin se dessoude plutôt, et je pourrais du coup le retirer tranquillement. Donc on attend un tout petit peu. Et il va finir par venir de lui-même. Vraiment, ça vient très très bien tout seul. Il faut juste être un tout petit peu patient et ne pas trop bouger du coup pendant ce laps de temps. Voilà, il se dessoude gentiment. Et il est venu. Parfait. Toc. Ça, c'est OK pour la première partie. Je retire. Je le mets de côté bien évidemment pour ne pas le perdre. C'est très important. Et alors, pour l'autre partie, il y a 2 solutions. Soit on le retire exactement de la même manière que ce que je viens de faire. C'est-à-dire qu'on pose sur le préchauffeur et on le retire. Soit on peut retirer aussi au niveau des petites soudures que je vais vous montrer du coup. Voilà, en fait on a du coup le petit projecteur qui est là. Et on a du coup des points de soudure ici. Donc soit je le retire en le posant et du coup je le dessoude. Soit je le retire au niveau des petits points de contact. Alors moi j'aime bien faire les points de contact parce que s'il y a un souci, je pourrais toujours le retirer après comme ça. Ça me laisse on va dire 2 chances en quelque sorte au cas où quelque chose se passe mal. Donc pour le retirer comme ça, c'est pas spécialement compliqué, mais il faut quand même faire attention. En fait, on va pas le poser sur le préchauffeur, on va juste poser voilà, la partie qui m'intéresse, à savoir uniquement les points de soudure qui sont là. La nappe, elle est collée un petit peu, donc on va retirer d'abord la colle entre les deux. Donc là, on pose simplement pour chauffer. Hein. Là, je vais pouvoir tenir avec des bruxelles pour bien fixer le tout. Et je vais passer une petite lame fine, forcément, entre les deux. Donc c'est vraiment relativement simple, pour ne pas se prendre la tête. Voilà, je pose comme ça. Je passe une lame. Et comme c'est chaud, forcément, ça vient tout seul. Parfait. Et on décolle gentiment. Il faut bien prendre son temps. Ça se fait très bien, hein, mais il faut juste pas faire de gestes brusques, ni quoi que ce soit de violent, je dirais, parce que forcément, ça peut poser problème après. Voilà, il est venu. Il est tombé à l'intérieur, mais c'est pas grave. Je vais le retirer après. Hop. Voilà, donc là, je vais pouvoir couper mon préchauffeur, bien sûr.
Voilà, donc je me retrouve avec le premier composant que j'ai retiré, puis bah, le deuxième qui est juste ici, mais lui je le remettrai juste après. Je vais donc rebiller celui-ci, donc avant ça je vais nettoyer, parce que là il y a un petit peu d'ancien étain, donc évidemment il ne faut pas que ce soit gênant pour rebiller. Je vais mettre un petit peu de flux, si il veut bien ne pas coller. Voilà, donc un peu de flux. J'étale bien du coup tout l'étain, tout l'ancien étain hein, qui est dessus. Voilà. On essaie de bien mettre tout ça d'équerre. C'est parfait. Je nettoie tout le flux qui est en trop et je vais pouvoir le rebiller. Voilà, c'est pas trop mal. Je le nettoierai mieux après, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on pose le stencil. Jusqu'ici, il n'y a rien de spécialement compliqué. Bien. Et comme toujours, on étale un petit peu la pâte. Parfait. Donc là, j'ai rebillé avec une température la plus basse possible, bien sûr, pour éviter d'abîmer le composant. Hein, parce que, encore une fois, c'est plusieurs composants en un, en quelque sorte, donc, qui sont à l'intérieur. Donc si on chauffe trop, on risque de les dessouder entre eux, et ça, c'est vraiment pas ce qu'on cherche à faire. Voilà, parfait, c'est rebillé. J'attends que ça refroidisse, pas de souci, c'est ok. Je retire. Voilà, et là on se retrouve du coup avec des billes forcément qui sont un petit peu décalées parce que c'est pas un stencil qui est prévu pour. Mais il n'y a pas de problème, tout est bien en place. Donc là je ne riote pas, c'est-à-dire que je ne vais pas réchauffer à nouveau pour que ça prenne. Non, non, je laisse comme ça et je vais reposer tout de suite sur le flex avec du coup toujours le préchauffeur. Voilà, donc me voilà de retour sur le préchauffeur. Donc j'ai mis un tout petit peu de flux sur la nappe en question et je vais du coup positionner le petit capteur qui sera à souder. Alors je vais le positionner un petit peu en avance parce que si je pose la nappe trop vite, forcément ça risque de poser problème. Hop, et du coup le capteur risquerait de se souder dès que je vais poser. Voilà, donc là je suis posé. Et là on a juste à attendre en fait. Il va se mettre en place de lui-même. Donc je ne touche à rien. Voilà. Voilà, et là je l'aide. Parfait. Et donc encore une fois, j'ai juste à attendre en fait le temps qu'il se soude de lui-même. Pour l'instant, il n'est pas soudé. Hein. Là, il bouge encore beaucoup quand je le pousse. Voilà. Et là, il va commencer à se mettre en place. Voilà, c'est parfait. Il est soudé. J'ai plus qu'à du coup le décoller. Je vais laisser refroidir et je m'occupe de l'autre partie juste après. Voilà, donc j'ai retiré du coup le petit flex hein, de mon préchauffeur. Donc on peut jeter un coup d'œil au microscope pour voir un petit peu du coup la soudure, hein, forcément. Et voilà, là on voit bien les billes, je sais pas si vous verrez bien, voilà, on voit bien toutes les petites billes qui sont bien soudées du coup sur les côtés, donc c'est parfait. C'est pareil des deux côtés, hein, donc c'est très bien. Et on va du coup passer au dernier composant, donc celui-ci, qui nous reste uniquement du coup simplement à ressouder. Donc il faut juste faire attention de bien le centrer, bien le mettre en place, mais sinon c'est très simple. On prépose, on fait une première soudure au fer à souder pour le maintenir, et après on soude le reste. Hein, donc c'est vraiment pas bien compliqué. Je vais juste encore une fois mettre un petit peu de flux, hein, forcément. Pas trop, ça sert à rien d'en mettre une tonne. Très bien. Je vais essuyer le surplus. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir le préposer. Voilà. Je prends mon fer à souder.
Et du coup, je vais essayer de faire d'abord une première soudure. Il a bougé forcément. Je vais essayer de faire une première soudure. Et une fois qu'il sera soudé au moins sur un point, je ferai l'autre de l'autre côté pour vraiment bien le maintenir. Et après, on pourra faire toutes les autres. C'est parfait, on y va. Voilà, une, on la voit bien. Je le centre. 2, 3, 4, 5, et encore plus que 2 là-bas, et c'est tout bon. Voilà, donc là c'est soudé. Je vais juste revoir ici pour être sûr d'être bien pris. C'est parfait. C'est relativement facile à faire, j'ai envie de dire. Je suis désolé, c'est un petit peu flou. C'est relativement simple à faire, il faut juste bien prendre son temps pour éviter d'abîmer du coup les flex ou les composants importants, on va dire. Mais il n'y a vraiment rien de spécialement difficile, hein. Voilà, donc là je vais pouvoir le remonter sur l'écran et faire un essai. Donc là en gros celui que j'avais d'origine il était un petit peu abîmé au niveau du connecteur qui était là, hein, et du coup j'avais plus de son, j'avais plus de haut-parleur. Et tout le reste fonctionnait. Donc là je le remonte sur l'écran et on fait un essai. Voilà, donc je l'ai remonté rapidement. Bon, il y a une belle ligne sur l'écran, mais ça c'est pas spécialement grave, je crois que le client était au courant. Je vais donc lancer le Face ID, hop, parce que c'est quand même important de le tester. Et c'est tout bon. On a le joli cercle, je sais pas si vous le verrez, mais oui, voilà, vous l'avez, donc c'est parfait. Voilà, donc c'est tout bon. Ça fonctionne pour celui-ci. Voilà, donc il faut vraiment bien prendre son temps, c'est pas spécialement compliqué, mais il faut vraiment prendre son temps, c'est très délicat on va dire, mais pas spécialement difficile. Alors cette fois-ci on va s'occuper d'une caméra infrarouge, qui est liée aussi forcément au Face ID, donc. Là pour le coup, celui-ci, le souci c'est que le flex a été abîmé par le client, il a dû donner un coup de tournevis je pense quand il a voulu démonter peut-être la batterie ou l'écran ou je ne sais quoi. Je vais vous montrer au microscope du coup ce que ça donne, et comme forcément la nappe est abîmée, soit on n'a plus de Face ID, soit c'est carrément en court-circuit, du coup ça ne marche plus du tout, le téléphone ne veut pas démarrer. Là pour le coup, bah forcément on est en court-circuit, hein, vu l'état de la nappe, il y a des petites pistes qui se touchent dedans. Donc le top c'est de changer la nappe, donc on va regarder ça. Voilà, on voit bien l'espèce d'entaille ici qu'il y a eu, on voit bien que c'est vraiment marqué, hein, c'était presque imprimé dans le flex, parce que bah, de l'autre côté il y a quelque chose qui a appuyé dessus, hein, on voit ici voilà, que c'est un petit peu enfoncé. Donc là ça a vraiment abîmé totalement la nappe, elle est complètement HS, et quand je branche bah, du coup cette nappe là, le téléphone ne démarre pas. Du coup non seulement on peut pas démarrer le téléphone avec la caméra infrarouge, mais bien sûr on n'a pas de Face ID si je change la pièce. Donc on n'a pas le choix, il faut changer tout le flex. Alors il y a une procédure, hein, mais elle est assez délicate, il faut pas se rater, sinon bah, on abîme la caméra infrarouge, dans ces cas-là on a tout perdu. Donc il faut vraiment bien prendre son temps, et puis techniquement tout se passe bien. Mais il y a quand même, voilà, c'est quand même assez spécial, c'est pas soudé, c'est thermocollé en quelque sorte. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, donc je vais vous montrer ça. Donc déjà je vais désolidariser du cache la caméra infrarouge. Donc il y a des petits points de soudure ici, on les voit bien. Donc il faut délicatement en fait décoller tout ça. Ça se fait bien mais il faut forcer un petit peu, faut juste bien contrôler ce qu'on fait on va dire. Et une fois qu'on a ouvert, bon, on lève simplement, ça a un petit couvercle, on récupère la caméra, et ensuite je vous montre la procédure du coup pour tout enlever. Voilà, on enlève le couvercle du coup, le premier, hein, hop. Donc là celui-ci il est assez facile à enlever, on risque pas grand chose on va dire. Faut juste bah, évidemment prendre son temps comme toujours. Voilà, toc, il est enlevé. Donc là on se retrouve vraiment avec le flex en lui-même. Et donc là-dessous là c'est thermocollé. Donc pour récupérer une nappe et du coup désolidariser ça correctement, il faut vraiment faire attention de pas trop chauffer, sinon on risque d'abîmer du coup le système de caméra. Donc il faut prendre son temps et il faut bien se mettre sur le bord. Donc par exemple là je vais essayer de décoller un tout petit peu au niveau d'un des bords. Donc il faut vraiment gratter un tout petit peu. Voilà, là par exemple j'ai eu une première encoche on va dire. Tac, voilà, là je l'ai. Donc là je vais chauffer un tout petit peu. Pas besoin de chauffer trop fort sinon bah, on abîme la caméra, il faut vraiment y aller tranquille. Et on décolle. Je peux enlever mon air chaud parce que la base est chaude maintenant, pas de souci.
tranquillement. Je vais réchauffer à nouveau parce que c'est un petit peu juste. Et je finis de décoller correctement. Voilà. Il est encore un tout petit peu collé, ça peut arriver qu'il reste de la colle au bord, donc il faut faire attention de ne pas abîmer le flex à ce moment-là. C'est pas le but du jeu. Voilà. Hop, celui-ci était bien collé, hein. Il y avait plus de colle au bord, on voit bien qu'il restait vraiment une belle bande de colle, ça arrive parfois. C'est pas toujours le cas, ça dépend des usines, on va dire, ou de comment ils fabriquent. On vérifie, donc là on a toutes les pattes qui étaient ok, donc je vais devoir nettoyer un petit peu forcément tout ça. Et là je vais mettre de l'étain sur tous les pattes forcément, et ensuite on pourra souder la caméra du coup d'origine. Voilà, donc là c'est prêt pour le flex, donc il est prêt à recevoir la nouvelle caméra, donc j'ai plus qu'à la souder dessus. Donc je vais dessouder ça. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, j'ai bien étamé partout, donc j'essaye vraiment de faire un truc le plus fin possible. Le but du jeu c'est vraiment que là la soudure, le plus d'état en fait soit sur le flex et pas sur la caméra, pour qu'on ait vraiment quelque chose de facilement contrôlé au niveau de, du coup, de la planité de la soudure. Sur la caméra, si je devais essayer de faire des belles boules, j'y passerais plus de temps, je chaufferais plus fort et du coup je risquerais d'abîmer la caméra. Alors que sur le flex, il n'y a aucun composant d'important, donc je peux prendre mon temps pour faire des belles boules. Donc là pas de souci, tout est prêt. On a donc plus qu'à souder, donc là généralement le mieux c'est quand même de passer sur le préchauffeur. Parce que si on attaque avec l'air chaud, le flex il risque de bouger, ça va pas être terrible. On va chauffer trop longtemps, la caméra risque de prendre un coup aussi, alors que sur le préchauffeur, on pose, on attend que ça se soude, et une fois que c'est soudé, hop, on retire. Donc on est un peu plus à l'aise, on va dire, là-dessus. Donc c'est parti, je prends le préchauffeur, je prends mon petit flex tout neuf que j'ai préparé, et c'est parti, on y va. On a cette fois-ci un iPhone X qui, lorsque je mets mon visage dedans,
verrez, mais en gros, il me dit de, voilà, de me rapprocher, de baisser l'iPhone, de le lever, de le baisser, de le lever, et il arrête pas de dire ça. Alors quand c'est comme ça, en général, là on n'est pas sur un problème des deux petits connecteurs, des deux petits composants pardon sur le connecteur qui est collé à l'écran. Là on est sur un problème de dot projecteur ou de caméra infrarouge. Alors on va regarder parce que là c'est beaucoup plus délicat et complexe à réparer. Je vais parler du programmeur, je vais parler des composants, je vais parler de la nappe pour le faire. On va voir ça ensemble et on va tenter bien sûr une réparation. Et on va vraiment bien détailler tout ça parce que c'est très complexe. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc on démonte le téléphone et je vous en parle. Voici donc le dot projector qui est sur le Face ID, donc en gros il est très important, hein, bien sûr, comme beaucoup le savent. Alors, qu'est-ce que c'est que le dot projector? Eh bien le dot projector en fait c'est composé, on va dire, de deux blocs distincts. Le premier ça va être le prisme, donc la partie visible que vous voyez là en fait c'est une espèce de prisme hein, simplement, donc c'est du verre avec un système de lentilles, qui est donc électronique parce qu'on a donc trois petites pattes qui viennent l'alimenter. Ça permet en fait à ce système de se boucher et de se rouvrir si on peut dire, donc en gros d'être occulté un coup sur deux quand le téléphone en a besoin pour le système de Face ID. Et en fait, le truc que Apple a eu la bonne intelligence de faire, c'est qu'en fait, ils ne sont absolument pas protégés du tout au niveau du système électronique par l'extérieur. C'est-à-dire que là, on a vraiment directement les petites pattes électroniques, avec bien sûr les petits contacteurs qui sont ici. Et ils sont très souvent, on va dire, brûlés et mis en court-circuit pour deux raisons. La première, quand vous changez un écran sur l'iPhone, vous mettez vos doigts un peu partout et forcément le doigt il est un petit peu gras, il y a du contact qui se passe et vous laissez une petite empreinte grasse sur le prisme. Et bien cette empreinte grasse suffit déjà, lorsque vous rebranchez le téléphone et que vous démarrez le téléphone et que vous lancez le Face ID, ça suffit déjà à cramer le prisme. C'est un truc très impressionnant, mais le fait de poser le doigt dessus, ça peut déjà le brûler. Donc ça c'est la première chose qui arrive pour beaucoup de réparateurs, beaucoup ne font pas attention et mettent le doigt sur le prisme, remontent le téléphone, et du coup bah, ça crame. Alors si vous mettez le doigt, le mieux c'est de donner un petit coup de coton-tige avec de l'alcool, vous attendez bien que ça sèche, vous remontez le tout, et là techniquement il n'y a pas de problème. L'autre solution, vous portez des gants. Comme ça au moins il n'y a pas de traces grasses laissées sur le téléphone, et là au moins vous êtes tranquille. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est l'eau. Et lui, il a pris l'eau, justement. Alors, eh ben, c'est le même problème que quand on pose le doigt et qu'on laisse une petite trace un peu grasse et du coup qui laisse un petit contact électronique, ça laisse passer un peu le jus, ça crée un court-circuit. Quand l'eau coule sur le prisme, et eh ben pareil, court-circuit, et du coup forcément ça crame le prisme et parfois même le dot qui est en dessous. Alors là, on voit bien qu'effectivement, il y a de l'eau qui a coulé. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra. Ouais, voilà. On voit bien une belle trace ici d'eau qui a coulé tout le long là. Et on voit même un petit peu aussi d'oxydation ici, là, sur le petite trace là, un petit point là aussi. Et on voit que le prisme, effectivement, il est sale aussi. Il y a des choses qui se sont déposées dessus, donc sans doute, bah, du coup, du liquide. Et ça suffit pour le brûler. Donc là, il y a de très fortes chances pour que le prisme soit HS. Donc il va falloir le retirer, le changer, bien sûr. En même temps, on va profiter pour tester le dot, parce qu'il est peut-être brûlé aussi, c'est possible. Et dans ces cas-là, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc là, je démonte le bloc du Face ID, le bloc avant, et on va pouvoir travailler là-dessus. C'est parti. J'ai donc démonté la partie Face ID. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a trois choses, comme beaucoup le savent. Du coup, on a forcément la caméra avant. On a la caméra infrarouge, qui est très importante pour le Face ID. Elle est liée, elle aussi. Donc si vous coupez la nappe, que la caméra est foutue parce qu'il y a eu un court-circuit ou encore de l'eau ou quoi que ce soit, plus de Face ID non plus. Et le dot, qui est beaucoup plus fragile que la caméra infrarouge. Donc le dot il est là, et je soupçonne fortement que c'est lui qui soit en cause. On va donc utiliser un programmeur. Donc, moi j'ai mon JC, on peut mettre la petite plaque dessus qui permet du coup d'avoir accès en fait aux fonctionnalités de tester, écrire, etc. pour le Face ID. Il existe plusieurs appareils, mais ils font tous plus ou moins le même travail, c'est-à-dire qu'ils peuvent tester du coup, lire et écrire sur des nappes spécifiques dont je vais vous parler après. Donc là, en gros, avec ça, je branche mon Face ID dessus. Alors, uniquement le dot. Il ne peut pas toucher, il ne peut pas tester la caméra infrarouge. Il ne peut tester que le dot. Donc ça, c'est un peu dommage, mais bon, on peut au moins tester un composant. Et donc, on va cliquer sur Check, juste ici. Il va tester, voilà. Et là, il bip. Il a testé les 4 petites diodes qui permettent de faire le test. Et là, il me met Fusing ici. Ce qui veut donc dire que là, il y a bien un problème. Il a testé qu'il y a donc un court-circuit. Alors, le court-circuit, il est où? Eh bien, le court-circuit, en général, il commence à cause du prisme, parce qu'il y a de l'eau qui a coulé dessus, encore une fois, et il vient cramer la puce, en fait, qui gère le dot. Ce qui veut dire que là, ça va être la grosse intervention. Il va falloir que je retire le prisme, que je retire le dot, que je change la nappe, que je rebille, que je reprogramme, etc. etc. Donc, c'est assez intéressant. Bon, c'est une panne qui n'est pas spécialement drôle, mais c'est intéressant pour vous montrer. Ça tombe bien. Donc là, je vais devoir retirer, donc désolidariser le prisme du dot. Et bien sûr, il va falloir aussi que je le sorte de son carénage, on va dire, en acier. Hein. Donc là, forcément, c'est assez délicat à faire, mais ça se fait très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est parti, on fait ça ensemble.
Voilà, donc comme vous avez pu le voir, là j'ai pu désolidariser complètement la partie dot, donc ce qu'on a du coup à droite, de la partie prisme, donc l'espèce de petite partie en verre et lentille, on va dire, qui est du coup un petit peu à gauche. Alors, le top c'est de laisser en général quand on le peut le prisme du coup sur la partie carénage, parce que quand on va devoir tout remonter, il va falloir tout réaligner si vous voulez. Donc il faut vraiment que tout soit parfaitement bien aligné avec le prisme et le dot. Et du coup le fait de le laisser dans le carénage, eh bien ça permet de tout laisser en place et c'est très bien. Sauf que là, comme je disais, comme il y a eu un court-circuit, il est possible que le prisme soit mort, brûlé. Donc là, il aura peut-être besoin de l'enlever quand même. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien moi, je recommande une caméra avant complète en fait, où je retire, comme je l'ai fait là, le petit dot, et je remets l'ancien dot du coup d'origine sur le prisme que j'ai acheté en fait, hein, tout simplement. Ça permet de garder l'alignement et d'être sûr que là, on a un prisme qui est du coup fonctionnel. Donc là c'est quand même compliqué, le top c'est quand même d'avoir des fournisseurs en qui vous avez confiance, parce que le problème c'est que beaucoup de fournisseurs s'amusent à vendre des parties avant comme ça, en se disant que de toute façon au final ça servira que pour que la caméra et que les autres comme ne sont pas liés forcément si elles sont HS c'est pas grave, donc certains les vendent alors qu'en fait ils sont déjà cramés, donc il faut vraiment être sûr que ce que vous avez est parfaitement fonctionnel, parce que ce serait bête de faire toute une intervention pour remettre sur un prisme qui est défectueux. Voilà, donc ça c'est pour la partie du coup prisme et carénage, pas de souci là-dessus. Donc on va passer à la partie dot. Donc maintenant que j'ai mon dot du coup qui est démonté, donc là je vais vous parler un petit peu de comment ça se passe et comment ça fonctionne. C'est très simple hein, dans le principe, mais malheureusement Apple a encore eu la bonne idée de nous sécuriser le système pour éviter les réparations bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on a sur le dot? On a simplement... Au départ, donc en gros ce qu'on appelle le dot, on a une diode en fait, donc c'est ces 4 LED hein, qui sont collées l'une sur l'autre sur une seule même grosse diode, donc une grosse LED là, une grosse LED là, et deux petites en dessous en gros, hein, avec du coup tout un système de reconnaissance en gros au niveau des points qui permet du coup forcément d'envoyer un système infrarouge très précis. Ça permet en gros de scanner votre visage, hein, tout simplement. Dans le principe c'est ça. Bon, donc là on a les 4 LED, ok, pas de souci, qui en général ne brûlent pas. Clairement c'est costaud, faut y aller, ça arrive, mais franchement faut vraiment le vouloir. Donc ça en général pas de souci, sauf si vous cassez des fils qui sont quand même assez solides, il n'y a pas de problème. On a donc ensuite un transistor ici, qui en gros va laisser passer le courant dans la diode, et bien du coup quand le téléphone le demandera. Sauf que quand on a un petit court-circuit comme là c'est le cas, et bien forcément la puce qui est au-dessus, donc je vais vous parler de celle-ci, bloque le transistor et du coup la diode ne peut plus émettre. Donc en gros tout simplement c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Parce que la puce qui est ici, donc en gros c'est une puce qui fait et contrôleur et mémoire, donc c'est là-dessus qu'on a le numéro de série du dot, et bien c'est là-dessus qu'on va avoir des soucis. Généralement cette puce là, elle brûle. Et comme elle brûle, le transistor forcément il se met pas en route parce que la puce là ne répond pas correctement, et donc forcément le courant ne passe pas. Alors, comment ça se passe dans ces cas-là? L'avantage, c'est que cette puce-là, quand elle brûle, on arrive quand même encore à lire le numéro de série. Et c'est là qu'est toute la magie. Comme on peut récupérer le numéro de série de cette petite puce-là, qui est une puce contrôleur et mémoire, encore une fois, on peut récupérer le numéro de série et le mettre sur une nouvelle puce, qui, elle, du coup, pourra de nouveau fonctionner et faire fonctionner le système. Sauf que la nouvelle puce n'est pas une puce comme celle-ci, qui, elle, est fabriquée par Apple, ou en tout cas, quelqu'un qui fabrique pour Apple. Cette puce-là, dont je vous parle, ne peut pas être écrite, on ne peut que la lire. Ce qui veut dire que là, je peux la lire, mais je ne pourrais pas mettre exactement la même puce pour réécrire dessus. Ça ne fonctionnera pas parce qu'elle est bloquée et protégée en écriture. On est donc obligé de passer sur une autre puce. Alors, quelle autre puce? Eh bien, c'est là que les fournisseurs ont eu la très bonne idée de nous fabriquer des petites nappes neuves. Je vais vous les montrer. Celle-ci. Et sur celle-ci, je vais vous le montrer au microscope. En fait, eh bien, on a exactement la même forme, en gros, que celle d'origine, sauf que la puce mémoire et contrôleur est à l'extérieur. Elle est juste là, sur un petit connecteur à côté. Pourquoi? Parce qu'elle est trop grosse, parce qu'elle n'est pas d'origine celle-ci. C'est une puce qui fait exactement le même travail que celle qu'on a à l'intérieur du dot, sauf que comme Apple a bloqué, je pense, la fabrication de ces fameuses puces en question, eh bien d'autres fournisseurs ont trouvé la même puce, mais pas la même taille et pas la même forme. Du coup, elle rentre pas dans le dot. Donc ils l'ont foutu à l'extérieur, tout simplement. Mais par contre, celle-ci supporte l'écriture. Donc on va pouvoir réécrire le numéro de série qu'on aura lu sur celle d'origine. Elle pourra de nouveau contrôler le Face ID. Sauf que, il y a encore un petit quelque chose, celle-ci a aussi la différence de ne pas pouvoir contrôler le transistor. Elle laisse passer le courant, un point c'est tout. Donc il faut chanter le transistor, le laisser ouvert tout le temps. Et c'est elle après qui prend le contrôle et pas de problème. Tout simplement, mais en même temps c'est assez compliqué quand même. Mais quand on a compris, c'est pas si mal. Donc en gros, le but du jeu, ça va être de lire la puce, la mettre en mémoire, réécrire sur celle-ci, simplement, retirer le dot du connecteur en gros d'origine, ressouder le dot sur celui-ci, et bien sûr chanter le transistor pour que le courant passe quand elle demande du courant, tout simplement. Donc on va faire tout ça, et puis on va faire un test.
Voilà, donc là j'ai branché de nouveau mon testeur, enfin mon programmeur. J'ai rebranché le dot d'origine qui est dessus. Je vais donc faire read, parce qu'ici il n'y a rien de bien compliqué. Voilà, il a lu, il a fini de lire, c'est très rapide. Hein. Le numéro de série il est vraiment très léger. Je retire du coup la nappe et le dot d'origine. Donc là je rebranche ma nappe qui est vierge, hein. Il n'y a rien dessus, il n'y a même pas le dot dessus, mais il y a la petite puce en question. Je le branche et je vais donc pouvoir écrire sur cette petite nappe. Hop, voilà. Et je fais du coup burn, tout simplement. Il me demande si je veux vraiment écrire, je fais oui bien sûr. Il va écrire, il check, donc il relit pour voir si tout s'est bien passé. Et on est tout bon, on a écrit. Donc là, cette première partie est faite, c'est la plus facile. Je vais donc pouvoir dessouder le module et remettre dessus. C'est parti, on y va. Voilà, j'ai terminé. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai glissé et j'ai fait l'erreur de casser un petit fil qui était branché sur un des connecteurs, en gros. Alors, rien de grave, par chance, c'était pas un des plus fragiles, c'est même un des plus costauds, celui-ci. Donc, par chance, j'ai pu le ressouder. Alors, j'ai quand même bien pris mon temps et je voudrais être sûr qu'il y ait une belle soudure costaud parce qu'avec les vibrations sur le téléphone et les chocs, ça pourrait plus se casser. Là, je suis sûr que c'est bon, ça va être bien costaud de nouveau, donc pas de problème. J'ai donc chanté le petit transistor, j'ai retiré le petit condensateur pour éviter tout court-circuit futur avec de l'eau. C'est pas obligatoire, mais c'est pas mal de le faire, comme on est tranquille, on n'y revient pas. Donc là, je vais pouvoir rebiller le petit dot et du coup le remettre sur la nappe. It's like a crime, violent and hard. Stay at each other, eye to eye. When you're not in the picture, I feel blue. Can't imagine a world that's without you. We are rivals, that's all we are. Follow me till the dawn. Secrets you keep are so dark and heavy. Who knows what I hide deep inside of me? Sorry for nights we can explore. Oh, you feel sorry when
Voilà, c'est terminé, je vais donc pouvoir le poser sur le testeur et refaire un test et voir si, miracle, on a la LED qui s'allume. On y va en test. Voilà, j'ai donc remis le petit dot sur le testeur, encore, hein, forcément, c'est le même principe. Hop, je remets sous la caméra. Et donc je fais check, et normalement, si tout se passe bien, donc lui déjà va me dire que tout est normal, et surtout, c'est là, c'est encore plus drôle, vous allez voir, de vos yeux ébahis, les petites LED qui vont s'allumer. Ça va être assez rapide, hein. Tac, 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 voilà, hop. Et là, en fait, il teste les cartes. Alors, je vais éteindre la lumière de mon microscope pour que vous puissiez bien voir dans le noir, et on voit bien les 4 bandes, en fait, qui s'allument. Au pire, je mettrai au ralenti. Voilà, hop, les 4 LED qui s'allument, donc c'est parfait. Donc là, ça nous indique que j'ai bien réussi à faire la réparation du dot, donc là tout est ok. Je vais donc pouvoir le remettre avec le prisme. Alors, je pense que je vais pas essayer de remettre son prisme d'origine parce qu'il y a de fortes chances pour qu'il soit mort, hein, à mon avis. Je vais donc devoir mettre ça sur un prisme neuf que j'aurais commandé. Et du coup, on pourra faire un essai et retester le Face ID cette fois-ci. On y va. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses. C'était super intéressant pour ma part de travailler sur le Face ID, c'était vraiment... ça change, on va dire. C'était plus complexe que d'habitude, je dirais, au niveau de l'étude du système. C'est quand même quelque chose qui est assez complexe, hein. Il y a vraiment tout qui fonctionne de concert. C'était pas mal. Du coup, je remercie encore Jérémy pour son petit coup de main, parce que lui, il avait travaillé sur le prisme pendant que moi, je travaillais sur le dot. Ça nous a permis de travailler de concert et du coup de gagner du temps forcément sur l'étude du système. Donc c'était plutôt intéressant. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.